Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, cette troisième semaine de septembre, comme tous les ans, l'Assemblée générale de l'ONU se tient à New York. 193 pays membres vont être représentés par leur chef d'État et une suite de discours qui normalement font la une des journaux. Je dis normalement parce que cette année, malgré la venue de Volodymyr Zelensky le mardi 18, c'est plutôt une petite édition. Poutine et Xi Jinping boudent la réunion et même Emmanuel Macron n'y va pas, c'est vous dire. La raison, c'est que l'ONU, cette organisation très ambitieuse créée en 1945 pour gérer en commun les problèmes internationaux, a aujourd'hui perdu de son importance. Et d'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes semblent se désintéresser de l'ONU. Ils préfèrent miser sur d'autres forums, et notamment des forums régionaux, ce qui dessine un monde de plus en plus fragmenté, un monde multipolaire, comme vous dites, dans les cercles informés. C'est surprenant car avec cette évolution, on dirait que Washington accepte l'idée de ne plus être la puissance centrale dans un monde centralisé autour des États-Unis. Mais est-ce vraiment le cas ? Laurence, une question, vous allez voir très simple ce matin. Quel est l'ordre du monde que les États-Unis dessinent aujourd'hui ? Ce qui est intéressant en ce moment, même si ça peut être un peu inquiétant aussi, c'est que nous sommes dans une période de transformation assez marquée du paysage international. Si on fait un pas en arrière pour regarder la situation sur le long terme, en se plaçant depuis Washington, on voit que les Américains ont eu une période globalement stable, c'était la guerre froide, l'affrontement Est-Ouest, et on parlait à l'époque d'un monde bipolaire. Puis, il y a eu une merveilleuse décennie de victoires occidentales, de victoires américaines, les années 1990. La Pax Americana, on était à ce moment-là dans un monde unipolaire. Alors, ça s'est un peu compliqué dans les années 2000 avec la guerre contre le terrorisme et la montée en puissance absolument tous azimuts de la Chine. Et ça s'est compliqué encore plus avec le retour d'une Russie agressive. Oui, depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Cette guerre d'Ukraine est prise très au sérieux par les États-Unis, en tout cas par l'administration Biden, qui y voit un défi aux règles du droit international. Mais bon, en tout cas, vous avez raison, entre Russie, Chine, Occident et ce qu'on appelle le Sud global, on parle aujourd'hui de plus en plus d'un monde multipolaire, voire d'un monde constitué de sphères d'influence différentes. Et alors, que font les États-Unis dans ce monde multipolaire ? Eh bien, c'est ça ce qui est frappant. Les États-Unis semblent prendre acte de l'affaiblissement de l'ONU et accompagner ce mouvement vers un monde fragmenté. Et ça, on le voit au plus haut niveau. Jake Sullivan, qui est le conseiller pour la sécurité nationale de Biden, un individu absolument brillantissime, a expliqué à plusieurs reprises sa vision du monde. La dernière fois, c'était en avril 2023 à la Brookings. Il avait prononcé un discours très intéressant et ensuite il y a eu une séance de questions-réponses. Et c'est là qu'il explique que l'ordre international mis en place après la Seconde Guerre mondiale était, j'ouvre les guillemets, comme le Parthénon, c'est-à-dire le fronton d'un temple grec bien solide, bien carré, avec des piliers. Alors un pilier, c'était l'ONU, un autre, c'était l'OTAN, les autres encore, c'était les institutions financières de Bretton Woods. Et puis maintenant, nous sommes dans un ordre international différent, je réouvre les guillemets, qui ressemble à l'architecture de Frank Gehry. Cet architecte qui fait des bâtiments un peu tordus, un peu bizarres, il n'y a pas de ligne droite. C'est lui, par exemple, qui a dessiné la fondation Vuitton qui est au Bois de Boulogne. Et donc, vous avez dit que les États-Unis ne faisaient pas grand-chose pour essayer de mieux faire fonctionner l'ONU. On peut en dire autant de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'administration Biden, aujourd'hui, elle continue à refuser de nommer les juges de l'organe de règlement des différends, ce qui entrave complètement le fonctionnement de cette organisation. Là, d'ailleurs, il faut le dire au passage, Biden est dans la continuité de l'administration Trump. Oui, mais Trump critiquait les institutions multilatérales par nationalisme. L'administration Biden n'est pas nationaliste, elle se veut au contraire très active sur la scène internationale. Alors, concrètement, ça donne quoi la politique étrangère à la sauce Frank Gehry ? Eh bien, l'administration Biden choisit de s'investir dans des alliances plus petites, des groupes restreints qui vont travailler sur un seul sujet dans une seule région. On appelle ça aussi le minilatéralisme, par opposition au multilatéralisme. Un bon exemple, c'est ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est le nouveau terme qui désigne cette vaste région qui va de l'Inde aux États-Unis en passant par l'Australie et qui est censée encadrer la menace chinoise. Aujourd'hui, les États-Unis s'y investissent dans nombre de coalitions régionales, alors économiques, diplomatiques, sécurité, défense. Les membres de ces différentes coalitions ne sont pas toujours les mêmes et ceci dessine, alors attention, c'est un nouveau terme pour les spécialistes de relations internationales, un treillage, en anglais un lattice work.
Un treillage comme dans mon jardin que je n'ai pas d'ailleurs. Oui, oui, c'est un terme de jardinage, vous savez, c'est un assemblage de lattes en diagonale à claire-voie. Bon, c'est là qu'on fait pousser les poiriers, mais là, en l'occurrence, il s'agit de géopolitique. Bon, pour les poiriers, manifestement, ça marche bien, mais pour ce qui est de contenir la menace chinoise, on va s'en sortir avec un treillage ? Vu que l'ONU est inopérante et que l'OTAN ne couvre pas l'Asie, il faut bien mobiliser des coalitions plus régionales. Mais sur la menace chinoise, il faut quand même garder à l'esprit que les rapports de force sont en évolution permanente. Et la situation de la Chine a quand même beaucoup évolué ces dernières années, depuis le Covid en réalité. La pandémie a entraîné un gros choc économique en Chine, une baisse de la croissance et de la confiance. Et puis maintenant, on constate aussi une chute démographique. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la Chine n'aurait pas déjà dépassé son pic de puissance. C'est tout le thème du Peak China pour les experts américains. Côté États-Unis, en tout cas, ça ne change pas complètement la donne pour l'instant parce que Pékin pourrait être d'autant plus agressif dans les années qui viennent et précipiter une invasion de Taïwan, par exemple. Alors, tant qu'on en est sur les puissances concurrentes, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé dans votre description de ce monde multipolaire, ce sont les multiples alliances dont les US ne font pas partie. Les BRICS, par exemple. Alors, au départ, lorsque ce groupe a été constitué, on ne parlait que de BRIC sans S, puisque c'était le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'Afrique du Sud, South Africa, a ajouté le S en 2011. Et puis, à partir de 2024, on aura un groupe beaucoup plus large, puisqu'ils sont admis l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran, ce qui donnera les BRICS+. Ce groupe veut représenter ce qu'on appelle donc le Sud global, une région qui ne veut plus suivre l'Occident. Un exemple frappant, c'est celui de l'Ukraine. Le 23 février 2023, donc un an après l'invasion par la Russie, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution exigeant de nouveau le retrait des forces russes. Eh bien, il y a eu 141 voix pour, 7 voix contre et 32 abstentions, notamment en Afrique. Donc, on voit bien que le Sud global veut exister par lui-même. Mais il y a quand même un problème pour les BRICS et le Sud global derrière lui, c'est que tous ces différents pays n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Pour l'instant, les BRICS restent un forum qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas très constructif. Ils ont du mal à prendre des décisions communes et à entreprendre des projets communs. Mais ce que vous nous décrivez là, Laurence, finalement, c'est un monde éclaté en sphères d'influence diverses. Et ça implique sans doute un degré d'instabilité qui donne un monde beaucoup plus dangereux qu'auparavant. Quelles sont les voies, pensez-vous, du rétablissement d'un ordre international mondial stable et pacifique ? Oui, vous avez raison, le monde en sphère d'influence, ce serait très instable. On commence à parler du retour de la prolifération nucléaire dans différentes régions. Donc, il faut essayer de faire quelque chose. Alors, pour Washington et puis plus largement pour l'Occident, il y a 2 solutions qui se dessinent à l'heure actuelle. La première, ce serait d'essayer de revenir au multilatéralisme de 1945 en essayant de supprimer les nombreux dysfonctionnements de l'ONU. Je vous renvoie sur ce thème à un très long papier de Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique, qui est paru dans Foreign Policy cette semaine. Il défend cette idée, il propose des solutions, c'est un papier très intéressant. Mais bon, c'est clair que ce n'est pas la direction dans laquelle s'engagent les États-Unis à l'heure actuelle. La deuxième solution, ce serait d'essayer d'établir ou de rétablir une influence stabilisatrice de l'Occident dans ce monde fragmenté. Et là, il faut parler du G7, un groupe qui a commencé à fonctionner en 1975 et que Anthony Blinken, alors là je vous cite le secrétaire d'État américain, appelle depuis quelque temps le comité directeur, le Steering Committee des démocraties industrielles avancées dans le monde. Petit rappel en passant, il y a donc dedans les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Ça fait 7. Ces pays, à la différence des BRICS, ils partagent les mêmes valeurs universalistes, ils ont l'habitude de travailler ensemble depuis un moment, donc ils sont relativement efficaces. Qui plus est, ils représentent encore aujourd'hui 40% du PIB mondial, c'est donc une masse critique, et on pourrait imaginer qu'ils travaillent à séduire, à attirer vers eux le reste du monde, enfin ceux qui veulent, en commençant par le Sud global. Concrètement, ils pourraient, ils le font déjà, proposer des services publics bénéfiques utilisés par le monde entier. Je vous donne quelques exemples. Le G7 travaille déjà à établir des standards pour lutter contre le changement climatique. Par exemple, ils établissent un degré de pollution maximum pour les voitures qui sont vendues sur leurs immenses marchés.
Ils vont aussi travailler dans les mois qui viennent à l'établissement de standards éthiques sur les nouvelles technologies. On pense évidemment à l'intelligence artificielle. Les pays du G7 devraient interdire, par exemple, la reconnaissance faciale dans les lieux publics. On peut citer aussi le fait que depuis des décennies, les États-Unis garantissent des routes maritimes sécurisées, ce qui est vraiment un service public mondial. Et puis, ça va sans dire, l'aide humanitaire lors de catastrophes naturelles ou autres, la distribution de vaccins lors de pandémies. On a d'ailleurs beaucoup appris pendant le Covid. Mais quelle est la frontière entre ça et ce qu'on pourrait appeler un retour du colonialisme ? L'accusation de colonialisme, je ne suis pas sûre qu'elle marche, parce que ce dont on parle là, c'est de soft power, c'est-à-dire la manière douce. Il s'agirait de proposer des services dans un esprit essentiellement philanthropique pour obtenir, évidemment, derrière, une stabilité géopolitique. Eh bien écoutez Laurence, je vous propose qu'on fasse tous un peu semblant d'y croire et que sur cette note positive, on se dise à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.